C'est le seul endroit des États-Unis où l'appel du muezzin résonne dans les rues. Hamtramck, dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan, est pourtant une ville typiquement américaine qui accueille des immigrants depuis plus d'un siècle. Ils étaient polonais d'abord et désormais musulmans. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la vie des 3,4 millions de musulmans des États-Unis n'est plus la même. Les associations de défense des droits de l'homme enregistrent une augmentation du nombre d'agressions islamophobes. Depuis l'élection de Trump, les choses sont devenues plus difficiles pour les gens ici. La haine est vraiment apparue après l'élection. Toute la journée, vous entendez dire que vous n'êtes pas américain. Est-ce que tu es là légalement ou est-ce qu'il faut qu'on appelle Trump? Ce genre de blague. Mais c'est un point où on se demande si c'est toujours une blague. Un jour c'est ça, le lendemain c'est est-ce qu'on va rencontrer ta femme ou est-ce qu'elle porte un de ces masques de ninja? Est-ce que c'est toujours une blague? Ailleurs, dans la banlieue de Détroit, une autre ville avec une importante communauté musulmane, Dearborn. Dans les 10 jours immédiatement après la victoire de Donald Trump l'an dernier, le Southern Poverty Law Center, une association de défense des droits civiques, a recensé plus d'1 millier d'agressions et d'actes d'intimidation. Dearborn accueille la plus grande mosquée d'Amérique du Nord. Parce que nous sommes la plus grande mosquée, nous recevons énormément de rapports d'autres gens, de personnes attaquées, ce genre de choses. Une mère sortait d'un centre commercial avec ses enfants et tout à coup quelqu'un a décidé de rouler en marche arrière en direction de la mère et des enfants. Il manque son coup, il se met en marche avant puis il recommence. Ce genre de choses montre qu'il y a vraiment un problème qu'il faut traiter. La xénophobie, c'est l'incapacité d'une société à créer un espace pour l'autre. Les gens pensent que c'est le monopole de Trump. C'est vrai qu'il a abordé ces questions plus que tout autre. Mais c'était un thème pour tous les candidats du parti, en fait. Ils se battaient tous pour savoir qui serait le plus xénophobe, le plus islamophobe. La famille de Nadja Bazi vit aux États-Unis depuis des générations. Elle dirige une ONG qui aide femmes et enfants marginalisés. Pour elle, le discours anti-musulman de Trump a nourri la xénophobie. Je me considère comme une enfant de Détroit. Ma famille est aux États-Unis depuis 126 ans. Pour la première fois, je suis mal à l'aise dans mon propre pays. Je n'aime pas cette idée d'être seulement musulmane, seulement américaine ou seulement arabe. La rhétorique politique a, je pense, dévoilé un racisme extrêmement profond que nous n'avons toujours pas réussi à éliminer dans ce pays. Ça a renforcé un sentiment de privilège et de suprématie blanche. Le langage et la rhétorique qui sortent de la bouche du personnage le plus puissant du monde, je pense, va causer des dégâts dans ce pays pour bien des années à venir. Avocate d'une ONG de défense des musulmans, Amy Doucouré participe aujourd'hui à un rassemblement de leaders de la communauté. Ils sont inquiets devant la recrudescence du nombre d'incidents anti-musulmans depuis la campagne électorale. Comme toujours, il y a des agents du FBI présents à cette réunion. Les musulmans d'Amérique se sentent constamment surveillés, ce qui crée, disent-ils, un climat de suspicion. Amy et sa famille viennent d'acheter une maison à Canton, dans le Michigan. Nous sommes sur le point d'emménager, donc nous retapons la maison. Merci Bilal. Le but de Trump est de faire que les musulmans ne se sentent pas bien ici et que nous nous engagions pas pleinement dans le rêve américain. Tu as bu combien de litres de jus aujourd'hui? Je suis l'avocat de CAIR Michigan, la première association de défense des droits civiques des musulmans. Trump est très franc sur son islamophobie, son agenda anti-musulman. Je pense que tout ce qu'il dit et les politiques qu'il met en place sont une violation évidente du premier amendement. Il s'agit de renforcer la religion chrétienne tout en portant le doute et en dénigrant l'islam. C'est exactement l'idéologie que le premier amendement de la Constitution avait pour but de prévenir. Voici mon mari Maury, il est de Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Et voici ma maman et mon beau-père. Ils ne sont pas musulmans. Je me suis convertie il y a 14 ans.
Au début, c'était un peu un choc, bien sûr, mais maintenant, ma maman est la première à me défendre. J'étais dans un cabinet d'avocats l'an dernier et un type a cru utile de s'arrêter au milieu de la rue et de me dire qu'il avait hâte que Trump me déporte et que je retourne d'où je venais. C'était très perturbant et ma réponse a été de lui dire « Où vous voulez que j'aille au juste ? Je suis née ici, mes parents sont nés ici et je n'ai nulle part où aller. Donc je suppose que vous êtes coincé avec moi. » À Hamtramck, les habitants continuent pourtant d'essayer de vivre leur rêve américain. Beaucoup ont été affectés par les décisions de l'administration Trump, notamment l'interdiction de voyager aux États-Unis depuis plusieurs pays à majorité musulmane, comme le Yémen. On célèbre l'ouverture de Game Zone avec Wafi et Marwan. 2 garçons qui ont vécu ici toute leur enfance et voulaient ouvrir un endroit où les jeunes peuvent venir passer du temps. Mon père est arrivé ici avec $50 en poche et a travaillé dur. Il avait 2 boulots, il dormait 4 heures par jour. Mon grand-père était un des premiers à venir ici, quand l'industrie automobile a explosé dans le Michigan. Le décret Trump sur l'interdiction de voyager a touché beaucoup de gens. Trump et son administration visent les musulmans et le plus fou, c'est que ça touche des pays pas répertoriés dans les nationalités des terroristes. Le Yémen, par exemple, ils n'ont jamais rien fait à aucun autre pays, mais ils sont sur la liste. Ce n'est pas Trump qui a inventé l'interdiction de voyager. C'était une décision de la Chambre des représentants, la numéro 158, je crois, prise sous Obama. Son administration avait fait cette liste avec exactement les mêmes pays. La seule chose, c'est qu'ils ne l'ont pas appliquée. Et je me souviens, à l'époque, on a immédiatement contacté nos politiciens ici et ils nous ont dit « Bon, personne ne va l'appliquer ». Ce qui s'est passé quand Trump est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a utilisé des pouvoirs exceptionnels pour imposer ça. Et du coup, les gens le lui attribuent. Mais ce sont vraiment les 2 partis qui sont à blâmer pour cet état d'esprit. L'interdiction d'entrée du territoire aux réfugiés syriens a notamment été un choc pour beaucoup d'entre eux, persuadés qu'ils étaient de vivre dans un pays d'immigration. Nous accueillons un grand nombre de réfugiés qui veulent seulement un endroit pour vivre en paix et en harmonie. Et une fois qu'ils sont là, la rhétorique politique est finalement « on ne veut pas de vous ». L'Amérique est encore un pays sûr comparé aux pays d'où ils viennent. Mais en même temps, ce n'est plus la même chose que lorsque mes parents ont immigré. Je suis tout à fait consciente du danger. Et cela me rend plus sensible au sort de ceux qui ont eu à se battre avant et qui ont dû vivre avec cette stigmatisation, qu'ils soient irlandais-américains, italo-américains ou afro-américains. Donc aujourd'hui, je fais en sorte de me battre pour m'assurer que nous ayons autant d'équité et d'égalité que possible dans ce pays. Ça a été difficile pour nous de venir aux États-Unis à cause de ma mère et de mon père. Nous avons laissé des frères et sœurs là-bas. Mais il fallait que nous venions ici construire notre avenir et celui de nos enfants. La Syrie ne redeviendra jamais ce qu'elle fut. Il est possible qu'on n'y retourne jamais. Mon rêve était de devenir un footballeur célèbre, de devenir un joueur international. À mi-chemin, mon rêve s'est brisé. Nous espérons que mes frères et sœurs pourront me rejoindre. Ils ont passé les entretiens, mais avec les politiques d'immigration du moment, ils empêchent les réfugiés de venir ici. Ça a été vraiment difficile pour nous. Ça a vraiment affecté notre famille. Tout le monde veut voir sa famille unie. Même le président Donald Trump, ses enfants sont toujours autour de lui. J'aimerais qu'ils reviennent sur leur politique à l'égard des réfugiés syriens. Leurs vies en Syrie sont finies. Ils n'ont pas de futur. Leurs enfants grandissent réfugiés.
Mais même au-delà de la communauté musulmane, d'autres minorités se sentent visées par la politique de l'administration Trump. Bienvenue à Entre les lignes, je suis Fatima Salman, merci d'être avec nous. Nous parlons de ce qui se passe à Détroit avec ces déportations par le département de l'immigration, et il y a une autre communauté visée par l'administration Trump. Les chrétiens chaldéens. L'ironie est que beaucoup d'entre eux ont voté pour Trump. Un certain nombre de déportations ont eu lieu, presque 100. Vous êtes tous les deux chaldéens, expliquez-nous ce qui s'est passé, où étiez-vous quand ça s'est passé? Nous avons découvert que les services d'immigration avaient commencé des opérations contre la communauté et de jour en jour, ça empirait. Nous avons entendu des histoires de types arrêtés alors qu'ils allaient au baptême de leur fille à l'église. Dans notre restaurant le plus connu, Ishtar, dans l'est à Sterling Heights, où il y avait une fête pour la victoire de Trump, ils sont arrivés avec les armes à la main et sont allés arrêter les gens chez eux. L'aspect humain de ces lois n'est jamais montré. Ces lois, ces choses mises en place, personne ne parle de l'aspect humain, des familles déchirées, on ne parle pas des larmes. Je suis Fatima Salman, restez avec nous, vous écoutez Entre les lignes. Imam Kazerouni a un message sur ce que peuvent être les conséquences du populisme sur la totalité d'une communauté et pas seulement sur les minorités explicitement visées. Malheureusement, c'est à notre tour de devenir l'autre dans cette société. Il faut regarder l'histoire. Avant nous, c'était les Juifs, les Noirs américains, etc. Et il faut surtout que nous retenions les leçons de l'histoire. Une fois que l'injustice se développe et prend corps, c'est seulement une question de temps avant que d'autres qui n'étaient pas visés initialement soient aussi attaqués. C'est vraiment une question de temps. Les musulmans d'Amérique le découvrent après d'autres. Leur rêve américain n'est pas imperméable à l'ère du temps, ni aux aléas de la politique.